Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Kétani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Nous lisons en ce moment Un homme, ça ne pleure pas de Faiza Guène. C'est son dernier livre paru en 2014. C'est cette romancière née en France de parents algériens et qui avait défrayé la chronique avec son premier livre Kif Kif Demain, décrivant l'émigration. Et dans ce dernier livre, encore une fois, c'est l'histoire d'une famille à 3 enfants, 2 filles puis un garçon. Et c'est ce garçon qui raconte son histoire, l'histoire de sa famille, avec des personnages très hauts en couleur. La maman qui se plaint en permanence, mais en fait qui est le ciment de toute la famille. La sœur aînée qui a quitté de façon fracassante la maison pour vivre sa vie et qui a créé un vrai drame. La petite sœur qui, elle, est la petite sœur bien rangée, bien mariée, avec des enfants bien gentils, qui habite pas très loin de papa et maman. Et puis Mourad, le garçon, qui a appris à taire ses sentiments et qui vit beaucoup dans son imagination et qui était très très attaché à Dounia. Enfin, disons de façon un peu intéressée comme il le raconte lui-même puisqu'elle lui a acheté ce qu'il voulait. Et puis le père fait un AVC brutalement, il est à l'hôpital, Mourad lui a eu son CAPES, il est nommé dans un lycée. Il est hébergé par son cousin Miloud, qu'il imaginait dans un centre ou dans un foyer pour travailleurs immigrés et qu'il découvre vivant au 8e arrondissement chez une riche bourgeoise cultivée de surcroît, Liliane. Et l'événement important, c'est que sa sœur Dounia, celle qui avait quitté la famille, lui téléphone. Ils ont donc une première conversation au téléphone. La suite. Prête-moi ta plume. Les conventions. Prête-moi ta plume. Miloud s'était disputé avec Liliane. Encore. Il y avait du monde. Des amis de Liliane. Des architectes, des réalisateurs, des sous-préfets, des peintres. Et ce type avec un strabisme qui vient souvent, celui qui organise des tournois de polo en Écosse ou quelque chose du genre. Plaqué de tout son long contre le mur, Mario, le majordome, veillait à notre confort. Il se précipitait pour resservir les invités, tantôt en vin, tantôt en eau, tantôt en pain, toujours aussi stoïque. D'habitude, Miloud se contente d'être un beau garçon bronzé. Il lance des regards ténébreux, il trouve que ça lui donne un air profond. Quand les copains intellectuels de Liliane font des vannes, il fait mine d'en saisir le sens, quitte à rire plus fort que les autres, profitant ainsi de l'occasion pour exhiber ses dents neuves. Ce soir-là, le type avec le strabisme, qui prétend fréquenter des lords et des vedettes, n'arrêtait pas de la ramener. Il venait tout juste de racheter une voiture anglaise ancienne pour le compte d'un Qatari fortuné et insinuait que, grâce à ce genre de transactions, il s'en mettait régulièrement plein les fouilles. Le type était un quinca ultra-libéral, divorcé, sans enfant, plutôt sportif, et qui adorait se donner l'air détendu. Un genre de mondain relax. On aurait
presque pu y croire si le psoriasis débordant du col de sa chemise n'avait trahi une anxiété maladive. Son histoire sans intérêt semblait tout de même divertir Liliane. Alors qu'il parlait de Dubaï, il a demandé « Comment, Lily, tu n'as jamais emmené Milou à Dubaï ?» Milou agacé a répondu « C'est Mélode, il y a un D à la fin. Milou, c'est le petit chien de Tintin. » Le type au strabisme a ri. Il s'est tourné vers Liliane et a dit « Tu sais ce qu'on dit des petits chiens, Lily? Ils sont fidèles. Enfin, paraît-il. » Alors Liliane a souri en avalant une gorgée de vin. Miloud a eu un coup de chaud. Son sang a dû fermenter. Il était vraiment en grogne. « C'est moi que tu traites de chien ?» Miloud s'est levé. Il a bousculé violemment le type au strabisme. « Dis-le-moi dans les yeux que je suis un chien, connard. »« C'était une plaisanterie, calme-toi enfin. »« Regarde-moi dans les yeux et répète-le-moi comme un homme. »« Mais je te regarde dans les yeux, merde. » Liliane a essayé de calmer le jeu. Je voyais bien qu'elle n'avait jamais rien vécu d'aussi excitant de sa vie. On aurait dit une adolescente de 15 ans. Le type a ajouté en réajustant son col. « Ah, chez vous, on part au quart de tour. C'est dingue. » Pendant tout ce temps-là, Mario le majordome était resté de marbre comme une mariée en Algérie. J'ai entraîné Miloud hors de l'appartement. Il s'est mis à parler arabe pour la première fois depuis mon arrivée. Je me suis rendu compte que ça ne lui convenait pas si bien d'être le faire-valoir d'une riche divorcée qui rêve de passer sur le billard. « Ils n'aiment pas les Arabes bas de gamme comme moi. Ils me détestent. Moi et tout ce que je représente. Si j'étais un fils d'émir, il se serait écrasé comme une merde sous mes grandes chaussures de Qatari. En plus, il le sait très bien que je ne peux pas aller à Dubaï. J'ai pas mes papiers. » Je me souviens de m'être demandé au sujet de ce gars couvert de psoriasis si son racisme était aussi convergent que son strabisme. Miloud m'a dit « Yallah, on va se changer les idées, hein ?» Quand nous sommes sortis de l'immeuble, à ma grande surprise, Miloud ne s'est pas dirigé vers le garage. « On prend le métro. » J'ai pensé à ce film, My Fair Lady, en version franco-algérienne, avec Miloud dans le rôle d'Audrey Hepburn, évidemment. Tout à coup, son côté prolétaire ressurgissait. Il a allumé une cigarette avant d'expédier un crachat qui a atterri au milieu du trottoir de toute sa lourdeur. Miloud restait silencieux. Il ne m'a pas dit où il m'emmenait. Pendant ce temps, je découvrais les joies du métro parisien. Dans le wagon, un jeune garçon filmait avec son smartphone sous les jupes d'une vieille dame qui s'était assoupie. Quand on pense que smartphone, ça veut dire téléphone intelligent. Le soir même, cet abruti posterait sans doute la vidéo sur les réseaux sociaux et se trouverait gratifié d'une bonne vingtaine de « j'aime ». Pas beaucoup plus loin, une quadragénaire, tirée à 4 épingles, peaufinait son maquillage. Elle appliquait son rouge à lèvres en faisant une grimace, ce qui la rendait temporairement laide. Je ne connais aucune femme qui soit belle en mettant du rouge à lèvres. Miloud m'a dit alors en retrouvant son sourire tout neuf. « Dragla, elle te plaît, non? T'arrêtes pas de la mater. »« Non, Miloud. Pardon, mais des vieilles, c'est pas mon truc. » Toi, tu aimes les blondes, j'ai remarqué. »« C'est faux. Enfin, pas particulièrement. Pas plus que les brunes, par exemple. » »« Mon cousin, tu es bizarre. À part les livres, tu t'intéresses à rien. On dirait que tu es enfermé mentalement.
Je trouve tout ce dont j'ai envie dans les livres. Dans les livres, il n'y a pas le rire d'une belle fille, ni une paire de jambes, ni le parfum dans son cou. Si, détrompe-toi, il y a tout. Tu vois, toi, tu vas au Club Med, Jim, pour te muscler les biceps sur des machines perfectionnées, et tu payes un abonnement hors de prix. Tu sais bien que c'est pas moi qui paye, je m'en fous. Oui, c'est pas le sujet, Miloud. Je veux dire que pour moi, lire, c'est pareil. Je travaille mon imagination, mes sensations. Si les sentiments étaient des muscles, je serais un athlète. Tu comprends? Alors il m'a regardé un moment en me dévisageant, puis a dit « Non. J'ai ri. Tu sais, j'ai déjà entendu des histoires bizarres chez les bourgeons, des gens qui aiment les chaussures, les animaux, les collants ou les meubles. J'avais jamais encore rencontré quelqu'un qui est excité par les livres. » J'ai ri, puissance 10. Tu sais, si c'est parce que tu es pédé, je te jure de rien dire à ta mère. Fais-moi confiance. J'ai un ami, Karim, il vit à Argenteuil. De temps en temps, il tient compagnie à des chanteurs de rail, quand ils ont des concerts en région parisienne. Des fois, ils se sentent seuls dans leur hôtel. Ils préfèrent la discrétion. Un coup de fil à Karim, il prend sa voiture et vient. C'est son truc. Je ne juge pas. Ça n'a rien à voir. Je suis comme toi, j'aime bien le rail, pas les chanteurs de rail. Miloud est vraiment plus drôle quand il est dans le métro à l'écart des conventions à 10 couverts de la table de Liliane. Prête-moi ta plume. Le saphir bleu. Prête-moi ta plume. Je n'avais jamais mis les pieds en boîte de nuit, encore moins dans un cabaret rail. Au fond d'une impasse pavée et mal éclairée, la pluie s'est abattue sur nous. Début de soirée en périphérie de Paris. On se serait cru dans une scène de film policier américain. Pas français, non. Parce qu'un film policier français commence toujours dans un commissariat. Il est entre 9h et 17h. Le commissaire est un peu gros, il a la soixantaine et une voix rauque. Malgré ses ennuis de cholestérol, il vient d'entamer un sandwich jambon beurre mayonnaise lorsqu'un jeune flic inexpérimenté frappe à la porte du bureau. Comme s'il y avait urgence, il crie « Commissaire, on a retrouvé le corps d'une prostituée dans la Seine !» Le commissaire enfile son imperméable à toute vitesse en emportant son sandwich qu'il a l'intention de finir en route. C'est dans un film français et c'est quand même un sandwich à 3,30 €. Alors, faudrait pas gâcher. Avec toute la fougue que nécessite son métier, il grimpe dans la C4 banalisée de la patrouille. Au passage, il y a un gros plan sur le sigle Citroën, un hommage au Made in France. Le commissaire mènera l'enquête au prochain épisode. Le commissaire brûle tous les feux d'un boulevard pour arriver au plus vite sur le lieu du crime, au cas où le cadavre reprendrait vie. En route, il pense à téléphoner à son fils adolescent pour être sûr qu'il est bien rentré à la maison et qu'il a fait ses devoirs de sciences nat. Un film policier français, quoi. D'où la précision. Nous avancions vers la musique. Et une enseigne clignotante, le saphir bleu, suivait étrangement le rythme des basses. Après avoir poussé les portes battantes, Miloud est tombé dans les bras des videurs, dans une longue étreinte humide. « Eux et moi, c'est comme des frères », a-t-il dit en les désignant du doigt. Les deux colosses avaient des nuques si larges qu'on aurait pu dessiner la carte de l'ex-URSS dessus. Miloud a soupiré, puis a soufflé. « Ici, j'ai l'impression de rentrer à la maison. » La fille du vestiaire a reconnu Miloud. « Oh là là, Mohamed !» J'adore cette expression. En arabe, elle signifie littéralement « un âne est mort ». Ma mère l'emploie quand il se produit une chose rarissime et qu'elle s'en étonne. Par exemple,
Quand mon père se mettait à faire du tri dans son garage, elle lui disait « Yeah, tu ranges ton souk, toi. Marmat. » Il doit y avoir évidemment un rapport avec l'espérance de vie des ânes, qui est plutôt longue. Elle est au moins d'un tiers supérieure à celle des chevaux. J'ai lu ça quelque part un jour. Madame Vestiaire s'appelait Soussou. Un surnom, enfin, c'est ce que j'ai supposé. Milaude l'a embrassée sur les joues, puis dans le cou. Elle l'a repoussé en riant « Dégage de moi !» Décidément, elle avait des expressions intéressantes. Elle lisait un magazine People. En une, le visage d'une jeune fille m'était familier. Je l'ai très vite resitué. Siège 12C, côté couloir. Le magazine titré « Choc, Cindy révèle au groupe le cancer de sa mère ». J'ai eu envie de dire à Milaude et à sa copine Soussou « Hé, je la connais !» pour faire mon intéressant. Dans la salle, les gens dansaient, les bras très écartés, gardant leur verre à la main. Ils riaient, chantaient, s'enlaçaient. Les jeux de lumière donnaient à ce cabaret l'allure d'une émission de variété des années 80. J'observais ce spectacle nouveau pour moi. Certains hommes en étaient à leur 4e bouton de chemise ouvert et le décolleté des danseuses débordé de billets de 10 €. Un jeune dédié des chansons à des gens absents, des amis restés en Algérie sans doute. Il balançait des noms de famille, de quartiers, de rues, de villages. Ça avait l'air de lui faire plaisir, de l'émouvoir presque. J'ai pensé que ces gens absents au même moment pouvaient être eux-mêmes dans un cabaret, où l'on dédiait des chansons à d'autres gens absents. Puis j'ai pensé à l'expression « les absents ont toujours tort ». En regardant tous ces gens, j'ai eu le sentiment de solitude se croisant. J'ai imaginé que chacun était là pour oublier quelque chose. Milaude cherchait à oublier son obsession pour cette mouche se noyant dans un café froid. Moi-même, je chassais de mon esprit l'image d'un père semi-mort et d'une mère pieuvre aussi aimante qu'envahissante. Pendant ce temps, il coulait du rail. Déjà très éméché, mon cousin soutenait que les stars américaines de la chanson devaient beaucoup aux Algériens. Il a dit en hurlant et en postillonnant dans son verre « Parce que le vocodeur, qui l'a introduit dans la musique à ton avis, hein? C'est nous !» Rihanna remerciera-t-elle un jour Chebba Djennet pour Medjibdoulish? Le mystère reste entier. Un petit attroupement s'était formé autour de 2 gaillards. L'un, qui portait une veste en simili-cuir trop grande, reprochait à l'autre de l'avoir regardé de travers. L'autre, en guise de réponse, lui a fait un doigt en disant « Assieds-toi là-dessus, connard !» Du coup, le type en simili-cuir est parti au simili-quart de tour. Alors, les 2 copains videurs de Milaude ont amené leur grande nuque au bar et ni une ni deux ont dégagé le type en lui disant « Samy, arrête de boire, tu sais pas boire !» Soit dit en passant, j'adore l'expression « ni une ni deux » et je me sens heureux quand je l'emploie. Milaude continuait de boire. Faut-il savoir boire? Y a-t-il une manière de boire? Autant de questions qui resteront sans réponse. Pour ma part, j'étais au soda. Du ifri fraise,
une boisson du bled, un genre de diabète gazeux. Alors qu'on envoyait le morceau culte de Cheb Hasni, Mazel souvenir Andé, mon cousin s'est mis à pleurer. Il a littéralement éclaté en sanglots comme une adolescente après un dépucelage raté. Il était inconsolable. Je lui ai vaguement tapoté l'épaule, gêné. Face à nous, j'ai remarqué un travesti qui portait une perruque rousse. Il fumait comme un homme et dansait comme une femme. Si ses genoux n'avaient pas été aussi calleux, il aurait eu la paire de jambes parfaite. Il n'arrêtait pas de nous regarder. Tout à coup, il a ajusté sa longue chevelure synthétique et, perché sur ses hauts talons à strass, il s'est dirigé vers notre table. « Hé, toi, arrête de pleurer. Reprends-toi. Tu es un homme, merde. » Et toi, tu t'es pas vu? Moi, c'est pas pareil. Je pleure parce que c'est dur. C'est trop dur, cette vie de chien. C'est dur pour tout le monde. On a tous notre part ici. Ah, j'ai horreur des hommes qui pleurent. C'est dégueulasse. Regarde, tu es beau, tu es mince et tu portes une veste qui vaut au moins 500 balles. Aïe, ça suffit. Il a pris Miloud dans ses bras pour le consoler. Après ça, il a ouvert son petit sac à main dorée et lui a offert un mouchoir. « Allez, va, c'est un coup de cafard, ça va passer. » Ensuite, il est retourné à la table de ses copines et s'est servi une coupe de champagne. Il a levé son verre en nous regardant, l'air de dire « à la vôtre ». Quand on a quitté le Saphir bleu, c'était l'aube. On entendait des oiseaux. Je trouvais ça angoissant d'entendre les oiseaux chanter au petit matin. Si j'étais musicien et que je devais composer la bande originale d'un cauchemar, l'intro de l'album, ce serait des chants d'oiseaux à l'aube. Track 1, Scary Birds. Miloud titubait et tant bien que mal, je l'aidais à avancer. Après quelques mètres, il a eu envie de pisser, ce qu'il a fait contre un mur en disant « Je pisse sur vous, je pisse sur tous les millionnaires, je pisse sur l'exil. » On aurait dit qu'il lisait l'épitaphe d'un poète maudit. Nous changions de direction toutes les minutes. Je ne connaissais toujours pas Paris sur le bout des doigts, et Miloud était beaucoup trop désorienté. Tout à coup, le temps s'est comme suspendu. Un vieil homme en blanc marchait dans notre direction. Chachia et tunique, visiblement il allait prier. Il ressemblait à s'y méprendre à notre grand-père, Sidi Ahmed Chennoun. Miloud, en le regardant, s'est remis à sangloter. Il a murmuré « Qu'est-ce que je fous de ma vie ?» Dans le premier métro, une femme noire avait le front appuyé contre la vitre et regardait ses pieds. Chapelet dans la main, elle faisait rouler les petites billes de bois usées sur les extrémités de ses doigts fins. Vu l'heure qu'il était, j'ai pensé qu'elle devait être femme de ménage chez un sous-traitant, qu'elle irait sûrement nettoyer une quinzaine de bureaux ce matin. Son visage était rond et lisse, une très belle femme qui paraissait usée, autant que les billes de son chapelet. De retour chez Lingane, nous sommes allés tous les deux dormir dans la chambre d'amis. Miloud est tombé raide mort au beau milieu du lit. Ce qui est bien avec les king size, c'est que même avec un mec bourré en travers, t'as encore assez de place pour t'étaler comme un pacha. Prête-moi ta plume. Le déj. Prête-moi ta plume. Pour ceux qui ne nous auraient pas écoutés hier,
Le déj, ça fait référence à la promesse faite par Dounia, cette sœur devenue une féministe célèbre, qui, au téléphone, lui proposait à la fin de la conversation sur le père malade, et si on se faisait un déj, un de ces jours, quelque chose comme ça. Donc, chapitre 16, le déj. Prête-moi ta plume. J'avais reçu un SMS la veille au soir. Rendez-vous au premier étage du Flore, métro Saint-Germain à 12h30. J'ai évidemment répondu « Ok ». J'avais ajouté un bisou que j'ai aussitôt effacé. Ça me paraissait prématuré. Est-ce qu'il prenait tous ses rendez-vous au Flore, rapport à Simone de Beauvoir ? Parce que si c'est le cas et qu'elle se tape un délire genre héritière des grandes figures du féminisme, ça devient limite embarrassant. J'avais le trac, des bouffées de chaleur et l'impression d'avoir une pastèque dans l'estomac. Il y avait l'inquiétude des retrouvailles, mais aussi la culpabilité que je traîne encore, que je traînerai toute ma vie comme une chienne chétive me poursuivant sans relâche en me reniflant le derrière. J'ai pensé à ma mère et à Mina. Qu'est-ce qu'elle dirait ? J'avais l'impression de rejoindre le camp adverse. Si elle l'apprenait, elle penserait que j'étais un traître. Même si c'est difficile de l'envisager, à l'origine d'une trahison, il y a souvent de bonnes intentions. Bien sûr, j'étais arrivé très en avance au rendez-vous, une demi-heure au moins. J'ai d'abord commandé un Perrier Rondelle. Ensuite, j'ai dit... Attendez. Le serveur est revenu sur ses pas. Finalement, je vais prendre un café allongé. Il avait l'air agacé, alors j'ai dit, gêné. Non, laissez tomber. Je prends le Perrier. Il est reparti en soupirant. Je me suis senti con. À la table d'à côté, il y avait 3 touristes. Des Américaines, je dirais, rapport à l'accent. Ça m'a rassuré, j'ai pensé... Ouf, elles parlent pas français, elles n'ont donc rien pigé à mon échange avec le serveur désagréable et n'ont pas mesuré mon incapacité à m'affirmer. Les Américaines étaient en short, comme toutes les Américaines en vacances. Des shorts vraiment courts, qui laissaient apparaître leur peau. Une peau blanche, laiteuse et si fine qu'on voyait presque le voyage du sang dans leur vaisseau. Ça donnait envie de pincer et d'attendre l'apparition d'un hématome. L'une des filles a pêché la rondelle de citron qui flottait dans son soda, puis l'a donnée à sa copine qui a mordu dedans. J'ai eu envie de faire la même chose. Seulement, l'acidité m'a picoté jusque dans la gencive et m'a fait grimacer comme le chimpanzé vedette d'un cirque itinérant. Je repensais à ma conversation de ce matin avec ma mère. J'avais téléphoné à la maison, l'air de rien, pour prendre des nouvelles. Mon cœur est fendu. Il est déchiré. Je te croyais mort. Je suis vraiment déçue. D'après toi, je mérite même pas un coup de fil. Est-ce que tu sais que je dors avec ta photo, celle où tu portes la chemise bleue et ton appareil dentaire? Je croyais que tu comprenais la valeur d'une mère. Tu sais ce que c'est que de porter un enfant dans son ventre, de le nourrir de son sein, de veiller quand il a de la fièvre, de s'inquiéter pour lui le soir et le matin. Je suis fâchée, très fâchée. 8 jours sans téléphoner égale fin du monde. Pardon, maman, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai été occupé ici. Et lundi, c'est la rentrée, il fallait que je me prépare. Oui, j'ai menti. En vérité, je me prélassais. Je lisais mes auteurs russes préférés, allongés en caleçon, sur un lit king size, honteusement confortable,
Mais j'avais peur. Peur qu'elle devine tout, juste au son de ma voix. Avec son flair, son if, ses intuitions de mère algérienne, j'étais persuadée qu'elle comprendrait que je complotais avec l'ennemi. Vous n'êtes que des ingrats. Tu sais que les gens qui se conduisent mal avec leur maman, ils n'arrivent jamais à rien, tu le sais. Ils sont maudits. Je le sais, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es bizarre. Rien, maman, tout va bien. Tu en es sûr? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Je te connais, Mourad. Tu as une voix pas comme d'habitude. Mais non, je te dis, ça va, maman. Malheur. Tu as dormi avec une femme, c'est ça, hein? Dis-moi la vérité. Maman, non, y a rien. Arrête. Fais attention à toi. Je le sens quand il y a quelque chose. Je le sens dans mon ventre. Sinon, comment ça va? Et papa, la rééducation, ça avance? Avec ton père, ça n'avance pas, ça recule. Pourquoi ça? Il s'est mis en tête que ça ne servait à rien. Je vais le voir à l'hôpital tous les jours que Dieu fait. De 12h à 21h. Je lui mets la cuillère de nourriture jusque dans la bouche. Je lui fais aussi la toilette parce qu'il refuse que ce soit quelqu'un d'autre. Et pour la rééducation, il nous dit, c'est pas la peine. Je suis vieux, c'est fini pour moi. C'est un égoïste. Par sa faute, c'est pour moi que c'est fini en vérité. Il râle après tout le monde. Les infirmières noires, tu sais, elles l'insultent dans leur langue. Et si je parlais cette langue, je ferais comme elle. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? Et fou, les médecins, et fou. Pourquoi faire 10 ans d'études, hein? Je leur apporte des gâteaux, du couscous, et ils me disent, votre mari n'a pas envie de se bagarrer. On peut pas travailler à sa place, il faut qu'il ait l'envie. J'ai vu les exercices qu'ils font, ils sont nuls. Ils lui font éplucher des pistaches et attraper des pièces de monnaie. Il remet à peine les doigts. Mais c'est de l'ergothérapie, maman, pour la motricité fine. Et tu sais pas la meilleure. Maintenant, quand il est contrarié, il me dit, de toute façon, quand je serai mort, tout le monde y sera content. Tu te rends compte? Hier encore, il m'a dit, Jamila, jette-moi par la fenêtre. Alors tu sais ce que je lui ai répondu? Wesh, même pour ça, tu as besoin de moi. Tu tiens le coup quand même, maman? Oui, si je ne tiens pas le coup, qui va le tenir à ma place, hein? Un fils qui me téléphone une fois par an. Tu sais, mon Mourad, il est 0, 0, 0. À ma place, une autre femme, elle aurait fait ses bagages et elle se serait tirée en Algérie sans regarder derrière. Mais je fais mon devoir. C'est mon devoir. Bien sûr, elle est très dévouée, comme toujours. Elle en fait beaucoup, comme toujours. Ça, ce n'est pas très gênant. Ce qui est terrorisant, c'est qu'elle en attend autant en retour. Évidemment, ce n'était pas le moment de lui dire que j'allais revoir ma sœur. 1 semaine sans l'appeler, et elle était déjà grièvement blessée. Alors, j'osais à peine imaginer sa réaction. « Tu sais, maman, je déjeune avec Dounia ce midi, et elle va sûrement te cracher sur le dos pendant des heures. » À bien y réfléchir, le padre n'est pas le seul à avoir besoin d'une rééducation. On devrait tous en faire une de rééducation dans cette famille. Reprendre les bases, attraper des pièces de monnaie, éplucher des pistaches dans notre tête. Une rééducation de groupe pour repartir de zéro. Mais c'est toujours la même rengaine. Personne ne repart jamais de zéro, pas même
les Arabes qui l'ont pourtant inventé, comme disait le padre. Dounia est entrée dans le café. Elle était au téléphone et me cherchait du regard. Alors j'ai fait un signe de la main droite qui était affreusement moite. Elle m'a vue et a raccroché. Je me suis levée. J'étais crispée, aussi raide que Mario, le majordome de Liliane. C'était vraiment émouvant, je dois avouer. J'étais au bord des larmes, mais le padre a dit qu'un homme, ça ne pleure pas. Et le travesti du saphir bleu, avec sa perruque rousse, a même dit que c'est dégueulasse, un homme qui pleure. Ça faisait un drôle d'effet de voir Dounia s'avancer vers moi. Je l'ai bien regardée. Je l'ai trouvée maigre. Elle a posé délicatement son sac à main sur la chaise. Et après une légère hésitation, elle m'a sauté au cou. Elle disait « Oh là là, Mourad !» en me serrant contre elle. Elle sentait le yaourt aux fruits rouges. On s'est regardé longuement, debout, face à face. Les Américaines nous observaient discrètement. Enfin, une discrétion à l'américaine, quoi, façon Middle West. L'une d'elles a dit en plissant le nez. « Oh, good !» Elles ont dû imaginer les retrouvailles de deux amoureux. Vous êtes vraiment à côté de la plaque, les blondes en short. C'est une toute autre histoire qui se joue ici. Dounia a ouvert son sac à main, les yeux embués exactement comme la dernière fois que je l'avais vue. Elle fouillait. C'était un peu long. Alors, pour évacuer mon malaise, j'ai dit « Il est joli, ton sac à main ?» Elle a souri et a répondu « C'est vrai, tu aimes ? C'est la nouvelle collection Balenciaga. » J'avais rien à ajouter à ça. Elle a fini par sortir un livre de son sac à main luxe et me l'a tendu. « Tiens, c'est ton exemplaire. Tu verras, je te l'ai dédicacé. Mais ne lis pas tout de suite, s'il te plaît, ça me gênerait. » J'ai regardé le bouquin en faisant celui qui ne s'y attarde pas trop non plus. Il y avait sa photo sur la couverture, une belle photo de Dounia. Son visage paraissait moins creusé. Et sur un bandeau, il était inscrit « Présidente de l'association Fière et pas conne ». J'espère que tu prendras le temps de le lire. Tu me diras sincèrement ce que t'en penses, hein? Jamais de la vie. Bien sûr. Le serveur désagréable est revenu à la table. Il a demandé très poliment ce que Dounia désirait boire. Il a été courtois cette fois-ci, avec ma sœur et sa petite robe en lin. Dounia a commandé un soda sans sucre, sûrement pour être en harmonie avec le sac et la robe. En une demi-heure, j'avais largement eu le temps de siffler mon verre. Même les glaçons avaient fondu, aussi vite que les rêves d'un funambule à qui on apprend qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. J'ai demandé à Dounia. « Alors, tu viendras voir papa ?» Je n'avais aucun argument pour la convaincre. J'étais assis là, bras écartés, et coudes posés sur la table aspirant dans ma paille. Alors elle a répondu « Voir papa, ça veut dire aussi revoir maman et Mina. » Les Américaines quittaient les lieux, sans doute pour aller faire du shopping, boulevard Saint-Germain. Je regardais Dounia bêtement en espérant qu'elle accepte. J'étais comme ces candidats à l'embauche pour leur premier entretien. Peu diplômés, sans aucune expérience, ils n'ont rien à mettre en avant. Ils espèrent juste que le charme va opérer. Ils répondent aux questions par oui ou par non,
et sont si transparents qu'on y voit à travers. Ce sont les mêmes qui écrivent cinéma, lecture, voyage, dans la catégorie loisirs, en dernière ligne du CV. Si j'avais été en face de moi-même, je me serais dit dans une poignée de main molle, on vous rappellera. Dounia m'a dit, Mourad, tu devrais faire attention à la façon dont tu te tiens. Tu vas finir avec une scoliose. Je me suis redressée sans broncher. J'ai bien failli répondre. Chef, oui, chef. Dieu merci, le service militaire n'est plus obligatoire en France. Et s'il l'avait été, c'est certain que ma mère aurait élaboré un stratagème subtil pour me faire placer P4. À ce propos, c'est pour échapper au service national en Algérie que Miloud s'était inscrit dans une université à Paris. Il avait eu droit à une exemption. Il m'avait dit « Dans mon cas, c'est pas la fuite des cerveaux, mais la fuite des lâches. » Contrairement à ce que je pensais, Dounia n'a pas commandé une salade chèvre chaud, mais un steak tartare. Manger un steak tartare, voilà de l'intégration où je ne m'y connais pas. Parce qu'apprendre la langue, respecter les institutions de l'État, épouser la culture du pays en chérissant ses grands auteurs, marcher pour la gloire de la nation, tout ça n'est rien comparé à l'engloutissement de viande hachée crue qu'on écrabouille avec un jaune d'œuf et des condiments. Prête-moi ta plume. Rachida Monsef, prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume. De Léon, c'est toute une chanson. La douceur dans ses yeux, petite mèche sur le front. Le sourire de Léon, on y pense souvent. Quand on veut échapper au mauvais temps. Si tu fixes bien son regard, tu verras les reflets de l'amour et des anges qui dansent autour. Qui danse autour et ne change pas. Et où que tu sois, et ne change pas. Et je me perds sans toi. Le sourire de Léon fait fuir les démons avec sa voix timide, son regard d'enfant, le sourire de Léon, oh doucement, te délivre de tes prisons. Si tes bras entourent son corps, ferme les yeux, ne cherche plus le paradis, t'es au-dessus, t'es au-dessus. Ne change pas, et où que tu sois, et ne change pas, et je me perds sans toi. Corps, ferme les yeux, ne cherche plus le paradis,
dessus. Rime, ne change pas. Rime, où que tu sois. Rime, ne change pas. Rime, je me perds sans toi. Rime, ne change pas. Rime, où que tu sois. Rime, ne change pas. Rime, je me perds sans toi. Rime, ne change pas. Rime, où que tu sois. Rime, ne change pas. Rime, je me perds sans toi. Prête-moi ta plume. Atención, atención, esta es la nueva conexión. Polo Guarabella. Wave Star, JP3. Prête-moi ta plume. مسيتي عن هوانا مسيتي
Lily.